Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube Scientifique. Alors cette semaine, on va parler de spina bifida. Alors c'est quoi la spina bifida? En fait, c'est une maladie qui se développe en raison d'une anomalie développementale. Donc le mot spina bifida, en fait, ça signifie split spine en anglais, donc colonne vertébrale divisée en français. Et c'est lors du développement, le tube neural qui va éventuellement devenir le cerveau et la moelle épinière du bébé ne se referme pas complètement, ce qui peut causer des anomalies physiques et mentales. Cette pathologie, elle affecte 7,9 naissances vivantes sur 100 000 et elle est causée, dans certains cas, à cause d'un déficit nutritionnel maternel. Mais ça, on va en parler plus tantôt. Les signes et les symptômes varient évidemment selon la localisation et la sévérité de la malformation. Il y a 3 types principaux de spina bifida. Premièrement, il y a la spina bifida occulta. C'est le type le plus commun et le moins sévère. En fait, ça signifie caché en latin le mot occulta. Donc, certaines personnes en sont atteintes, mais ils le savent même pas. C'est seulement qu'il y a un petit trou dans la colonne vertébrale, donc la moelle épinière et les nerfs sont dans un bon état. Ensuite, il y a la méningocèle, c'est le type qui est le plus rare, et c'est quand il y a un sac de liquide spinal qui sort par le dos du bébé. Et finalement, il y a la myéloméningocèle, et c'est le type le plus sévère. Donc, c'est que le canal spinal du bébé est ouvert à un ou plusieurs endroits dans le bas ou le milieu du dos du bébé, et il y a un sac de fluide qui sort à l'extérieur qui contient la moelle épinière et les nerfs. Donc, j'ai trouvé une petite capsule sur Internet qui vous explique les défauts du tube neural qui arrivent quand il y a une spina bifida. Les défauts du tube neural, ou NTD pour Neural Tube Defect en anglais, résultent d'une fermeture ratée du tube neural lors de la 4e semaine embryogénèse. La mauvaise fermeture peut survenir tout le long de la colonne vertébrale, du crâne au sacrum. Le terme défaut du tube neural fait référence à des défauts congénitaux du système nerveux central qui exposent certains tissus nerveux. Par exemple, le crânio-rachis et l'exposition de tout le système nerveux central. L'anencéphalie est l'exposition ou l'absence de cerveau. Le méningo-myélocèle réfère à une exposition d'une zone de la moelle épinière et l'encéphalocèle est une saillie au cerveau qui peut être méningée ou recouvert de peau. L'anencéphalie et le méningo-myélocèle sont les NTD les plus courants. Le premier donne lieu au décès de l'enfant et le deuxième résulte en un spina bifida. Cette mauvaise fusion du tube neural est le résultat de causes hétérogènes, notamment des anomalies chromosomiques, des désordres monogéniques et des expositions tératogènes. Certaines hypothèses sont mises de l'avant, comme la principale cause génétique causant les défauts du tube neural serait la diminution de l'expression de l'allèle du GRHL3, qui joue un rôle clé dans la fermeture du tube neural. Par contre, dans la plupart des cas, on ne peut connaître la cause exacte. Alors, pour nous parler des symptômes de la spina bifida, j'ai fait venir mon amie qui est étudiante en médecine, Gabrielle! Est-ce que les conséquences de la spina bifida peuvent varier d'une personne à l'autre? Oui, effectivement. En fait, les conséquences possibles du spina bifida peuvent varier dépendamment de la sévérité de la déformation, de sa localisation, soit des vertèbres affectées, et de la taille de la fissure. Dans ce cas-là, est-ce que les signes cliniques peuvent varier dépendamment des différents types de spina bifida? Oui, par exemple, pour la spina bifida occulta, les fonctions de la moelle épinière et des nerfs demeurent normalement intactes. Dans le cas de la méningocèle, les personnes atteintes peuvent avoir peu ou pas de symptômes. Certains peuvent avoir des problèmes de continence urinaire ou fécale. Les fonctions cognitives sont normalement intactes. Il peut y avoir une parésie des membres inférieurs. La méningocèle est souvent associée à la malformation de Chiari de type 2. Finalement, pour ce qui est de la myéloméningocèle,
Les personnes atteintes présentent généralement une déficience intellectuelle, des problèmes de continence urinaire ou fécale, une paralysie des membres inférieurs, et ce type est souvent associé à la malformation de Chiari de type 2 également. Mais c'est quoi la malformation de Chiari de type 2 et c'est quoi les conséquences associées? C'est dû à une malposition du tronc cérébral et du cervelet, causant des anomalies au niveau des mouvements des yeux, des maux de tête, des problèmes de déglutition et des déficiences auditives. Mais est-ce qu'il peut y avoir d'autres conséquences associées à la spina bifida? Oui, les conséquences associées les plus fréquentes sont les déformations au niveau des pieds, de la longueur des jambes, de l'alignement des hanches et de la forme de la colonne vertébrale telle que la scoliose, des plaies de pression et une augmentation des risques d'infection et d'allergie. De plus, l'hydrocéphalie est présente chez 80 à 90% des personnes atteintes de spina bifida. Mais c'est quoi l'hydrocéphalie? C'est quoi les conséquences associées? L'hydrocéphalie est une condition causée par une hyperpression du liquide céphalorachidien sur le tissu cérébral lorsqu'il ne circule pas librement dans l'organisme. Cette pression anormale entraîne des complications neurologiques telles que des problèmes de vision, d'apprentissage, de coordination et de concentration. Ces complications sont multiples et variables d'un individu à l'autre. Super, merci Gabrielle. C'est maintenant l'heure de l'Info-Minute. Actuellement, il existe un seul moyen de prévenir la spina bifida qui est prouvé scientifiquement, la prise d'acide folique par la mère 3 mois avant et après la conception du bébé. Il ne suffit pas seulement d'avoir une diète contenant de l'acide folique, il faut aussi en prendre des comprimés. Le dosage spécifique varie de personne en personne, c'est donc le médecin qui le détermine. Selon l'OMS, au Brésil, il y a une diminution de 23,8% du taux de spina bifida suite à l'introduction d'acide folique dans la farine. Pour ce qui est du dépistage, il est important de faire passer une échographie anatomique du fœtus à la mère lors du 2e trimestre. Ceci permettra donc d'observer l'anatomie intracrânienne et spinale du fœtus, donc de savoir s'il y a des malformations. Alors, pour parler des traitements et des interventions en ergothérapie, j'ai fait venir mon amie qui est étudiante en ergothérapie, Andréane! Alors oui, c'est la 2e entrevue avec un expert pour la vidéo d'aujourd'hui. Alors, Andréane, quels sont les traitements possibles? Il n'existe aucun remède permettant de reconstruire le système nerveux central. Cependant, il existe des interventions chirurgicales permettant de réparer la lésion ou l'ouverture de la colonne vertébrale de l'enfant. Puis quand est-ce que cette chirurgie-là est effectuée? Elle est réalisée rapidement, après 24 à 48 heures après la naissance de l'enfant, afin de réduire les risques d'infection méningée ou ventriculaire. Mais en quoi est-ce que la chirurgie consiste? Elle consiste à une fermeture de la lésion spinale, c'est-à-dire de couvrir la moelle épinière, de refermer les méninges, les muscles et la peau. Mais ça, est-ce que c'est la seule chirurgie qui est possible? Non, il y a aussi la dérivation pour traiter les hydrocéphalies. Le principe consiste à installer un cathéter par un trajet sous-cutané pour dériver le liquide céphalorachidien en excès vers la cavité péritonéale. Le liquide est alors absorbé naturellement par le corps. Mais est-ce qu'il y a des interventions qui existent quand le bébé est encore dans le ventre de sa mère? Oui, il existe la chirurgie prénatale. En résumé, il y a une incision pour permettre une ouverture utérine. L'exposition du fœtus permet une fermeture fœtale durable. Puis est-ce qu'il y a un avantage à faire une chirurgie en prénatal? Oui, une étude a démontré plusieurs bénéfices à cette intervention. Par exemple, pour un enfant de 2 ans et demi, on note une amélioration des fonctions des membres inférieurs ou encore une diminution de dépendance de dérivation pour l'hydrocéphalie comparée à une chirurgie postnatale. Cependant, selon un essai clinique effectué sur 158 femmes, une chirurgie prénatale amène un haut taux de naissance prématurée. Toutefois, il n'y avait pas d'évidence suffisante pour identifier une différence entre la chirurgie pré- ou postnatale quant au taux de mortalité de nourrissons. Alors finalement, comment est-ce qu'un ergothérapeute peut aider quelqu'un qui est atteint de la spina bifida? Oui, les interventions de l'ergothérapeute peuvent être variées. Premièrement, l'atteinte fréquente des membres inférieurs amène rapidement l'appareillage par béquille ou canne ou très fréquemment par le fauteuil roulant. L'ergothérapeute entre en jeu pour, par exemple, adapter le fauteuil ou minimiser les plaies de pression. Ensuite, il peut aussi intervenir pour aider à établir une routine efficace pour les soins personnels avec une vessie neurogène. Finalement, plusieurs études ont révélé que les enfants atteints de spina bifida avaient un taux de participation sociale inférieur à celui de leur père en bonne santé. Donc, l'ergothérapeute peut travailler avec l'enfant pour donner des stratégies adéquates lors de ces interactions.
Merci Andréane! Donc c'est ce qui met fin à notre segment Entrevue avec un expert. Alors en conclusion du vidéo de cette semaine, on a parlé des causes, des symptômes, de la prévention, du dépistage, du traitement et de l'intervention en ergothérapie pour la spina bifida. Alors je trouvais ça vraiment important d'aborder ce sujet-là cette semaine parce que la prévention puis la compréhension de la maladie peut vraiment faire une différence dans la vie des enfants qui en sont atteints. Par contre, il y a un sujet qu'on n'a pas vraiment abordé dans la vidéo d'aujourd'hui, puis c'est la question plus éthique de la chose, parce que si on apprend en prénatal avec le dépistage précoce que notre enfant est atteint de la spina bifida, qu'est-ce qu'on fait avec cette information-là? Alors, c'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir écouté la vidéo. Alors, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner à la chaîne. Merci, à la semaine prochaine!